Alors que tout allait bien sur les marchés financiers et tout ça dans le meilleur des mondes, Donald Trump a décidé de faire péter des droits de douane exorbitants, ce qui a pour conséquence de faire chuter les marchés de manière vraiment violente, avec une chute de quasiment 10% sur les 5 derniers jours pour le S&P 500. Pareil pour le Nasdaq, on est à moins 9,18% sur les 5 derniers jours. Sur le CAC 40, on est au-delà des 10% sur les 5 derniers jours. Donc une chute extrêmement rapide, extrêmement violente. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de voir un petit peu ce qui se passe avec ces droits de douane, l'impact que ça peut avoir sur l'économie et sur les entreprises, et également vous expliquer ce que je fais et les bonnes réactions à avoir quand on a un vent de panique comme ce qu'on a actuellement sur les marchés financiers. D'ailleurs, si on dézoome un peu sur le graphique du S&P 500, on se rend compte que la chute, elle est extrêmement brutale. Si on regarde depuis les plus hauts, donc c'était aux alentours du 21 février jusqu'à aujourd'hui. Donc on est le 10 avril, donc un mois et demi plus tard, on a perdu quasiment 18%. Et la chute qui ressemble le plus à cette chute actuelle, c'est la chute du Covid, où on avait vraiment perdu quasiment 30% en un mois et demi également. Donc ça avait chuté extrêmement fort. Et en réalité, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a une peur, une panique générale sur les marchés financiers. Donc ça chute très fort, mais s'il y a une bonne nouvelle, ça peut également repartir. Donc il faut toujours prendre un petit peu de recul, essayer de se rappeler qu'on a un horizon d'investissement assez long. Et actuellement, c'est un petit peu le pire scénario qui est en train de se dérouler. C'est des droits de douane exorbitants pour tous les pays du monde. Les pays sont en train de négocier pour ajuster les droits de douane. Et si on a de bonnes nouvelles dans les semaines ou les mois à venir, il est possible que ça apaise un petit peu les tensions sur les marchés boursiers et que ça reparte à la hausse. Donc j'ai absolument pas de boule de cristal. Ça peut encore s'enfoncer de 10, 15, 20% peut-être. Ça peut potentiellement végéter, ça peut repartir à la hausse. J'en sais absolument rien. Ce que je sais personnellement, c'est que je suis là pour investir sur le long terme, sur des ETF et des actions de qualité, que je suis à l'aise avec mon portefeuille actuel et que les valorisations aujourd'hui sont bien plus intéressantes qu'il y a quelques mois. Donc, c'est l'occasion aussi de construire un portefeuille avec des titres intéressants. En parlant de panique, c'est exactement ce que montre cet indicateur. C'est le Fear and Greed Index. C'est un indicateur qui montre la peur sur les marchés financiers. Et là, on est vraiment dans l'extrême peur. On est à 3 sur 100. Ça n'a plus été vu depuis le Covid. Donc on est vraiment dans une panique générale sur les marchés. Et Warren Buffett et tous les grands investisseurs le disent, quand il y a panique sur les marchés, la plupart du temps, les opportunités ne sont pas très loin. Donc, encore une fois, on prend du recul, on se rappelle qu'on investit sur le long terme, on ne panique pas et on contrôle nos biais cognitifs. Quand je dis qu'on contrôle nos biais cognitifs, ça peut être ne pas paniquer et ne pas vendre en faisant n'importe quoi, mais ça peut être aussi ne pas céder à l'euphorie et acheter trop vite, beaucoup trop, et potentiellement taper dans son épargne de précaution si jamais on a vraiment envie d'investir trop fort sur les marchés. On ne sait pas si ça va aller plus bas, on ne sait pas si ça va repartir, donc contrôlez bien vos biais cognitifs. J'avais d'ailleurs créé tout un dossier avec les 9 erreurs qu'il ne faut pas faire en bourse, et l'erreur numéro 5, c'est ne pas avoir connaissance de tous les biais cognitifs qu'on subit lorsqu'on investit en bourse. Je les ai référencés ici. On parle également de l'effet Dunning-Kruger. Bref, c'est un e-book, donc c'est du coup un dossier que vous pouvez récupérer gratuitement sous cette vidéo. Je ne vais pas le lire ici parce que ça serait trop long, mais vous pouvez le récupérer, c'est gratuit et vous avez les 9 erreurs à éviter en bourse et encore plus lorsque les marchés chutent comme actuellement. D'ailleurs, c'est à se demander si cet indicateur Fear and Greed, donc cet indicateur de la peur sur les marchés financiers, n'avait pas commencé à anticiper que Trump était un personnage assez imprévisible, puisque depuis son élection qui était sur la fin d'année 2024, on voit quand même que cet indicateur a eu une tendance plutôt baissière. Donc il a chuté, parfois c'est remonté, parfois ça a rechuté, c'est remonté, ça a rechuté, et là on est vraiment en bas du bas. Mais globalement, les marchés peut-être étaient un peu plus fébriles, un peu plus incertains depuis que Donald Trump a pris la présidence des États-Unis. Donc c'est ce qu'on voit sur cet indicateur-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque Donald Trump a mis en place des droits de douane qui sont vraiment très élevés. Et actuellement, il y a plus de 50 pays qui auraient entamé des négociations avec Trump pour abaisser ou en tout cas trouver des accords commerciaux au niveau de ces droits de douane. Donc on ne sait pas encore comment ça va aboutir, on ne sait pas encore à quel point Trump va être ferme sur ses droits de douane. Maintenant on sait que les négociations sont lancées, donc il faut espérer que le pire scénario est celui qui a été annoncé par Trump lorsqu'il a fait le Liberation Day où il a montré les droits de douane sur son tableau. Et si ça s'améliore, ça peut être positif. Maintenant, il y a également des pays qui ripostent de manière très rapide, notamment la Chine qui a annoncé 34% de droits de douane sur les produits américains et Donald Trump a prévenu qu'il ajouterait dès le 9 avril 50% de douane
sur les produits chinois si Pékin maintenait sa riposte. Donc on voit qu'on rentre dans une guerre commerciale. Il faut savoir que les États-Unis et la Chine sont déjà en guerre commerciale depuis quelques années. Ils ne s'aiment pas trop, mais la Chine a riposté. Donald Trump menace de riposter encore plus. Donc si on entre dans une escalade comme ça de guerre commerciale, ça peut être encore plus dommageable que les droits de douane qu'on a actuellement. Donc il faut suivre ça de près. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a des critiques qui commencent à monter dans le camp de Donald Trump, donc potentiellement que ses conseillers et son entourage va essayer de le raisonner. On a notamment Bill Ackman. Donc Bill Ackman, c'est un investisseur, un milliardaire qui justement, donc les échos disent qu'il est vent debout contre l'erreur des droits de douane massifs et prédit aux États-Unis un hiver nucléaire économique auto-infligé. Donc là, on voit que les mots sont assez forts, et c'est directement visé vers Trump. Et on a également Elon Musk qui échoue à convaincre Donald Trump de faire marche arrière. Donc rappelez-vous, Elon Musk, il a été mis au gouvernement. Il a eu, du coup, je pense, des relations assez privilégiées avec Donald Trump lors de la campagne électorale. Bref, on a quand même deux personnes qui sont influentes et importantes aux États-Unis qui disent à Trump de faire attention et de potentiellement faire marche arrière, ce qu'il ne semble pas faire actuellement. Mais on voit quand même que ses soutiens sont en train également d'essayer de le raisonner. Alors maintenant, quel impact ça va avoir ces droits de douane s'ils restent comme ça? Donc il va y avoir des effets à court terme et des effets à moyen, long terme. Et donc on va essayer de comprendre ces effets-là pour adapter nos investissements, évidemment, s'il y a besoin d'adaptation. Donc à court terme, c'est ce qu'on voit un petit peu entre les États-Unis et la Chine. Il va y avoir une guerre commerciale entre les pays qui sont alliés ou pas très alliés, mais notamment l'Europe et les États-Unis. Il y a des droits de douane qui vont être instaurés et potentiellement qu'il va y avoir cette guerre commerciale mondiale due à ces droits de douane. Les droits de douane vont augmenter le prix des importations. Donc les matériaux, les puces, notamment avec les semi-conducteurs qui sont vachement fabriqués en Asie, les différents produits finis. Et donc tous les prix de ces produits importés ou de ces matériaux ou de ces puces vont augmenter, ce qui va forcément augmenter les prix sur les produits assemblés aux US. Si vous avez plein de matériaux qui viennent de différents pays et qui ont une taxe, donc un frais de douane lorsqu'ils rentrent aux États-Unis, les produits finis aux États-Unis qui seront assemblés là-bas vont avoir un prix qui sera plus élevé. C'est mathématique, c'est logique. Et du coup, ce que ça entraîne également, c'est des arrêts de projets aux USA, notamment des projets d'usines. On l'a déjà vu, il y a des usines qui sont mises en stand-by, même des usines à plusieurs millions, voire même, je crois que j'ai lu un article qui parlait d'une usine à 300 millions qui était mise en stand-by parce qu'il y a de l'incertitude là-bas, parce que les droits de douane et donc les projets s'arrêtent. Donc globalement, à court terme, le risque, c'est potentiellement une récession et également un risque d'inflation. Donc s'il y a une inflation, potentiellement que la Banque centrale américaine va s'adapter, va potentiellement baisser les taux. Mais s'il y a une récession, derrière, ça peut avoir un impact plus ou moins long terme également sur les marchés financiers. Et on va voir après dans la vidéo qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une récession pour nos investissements en bourse. Ensuite, à moyen long terme, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Donc déjà, on peut avoir un pouvoir d'achat du consommateur américain en baisse et ça, c'est mauvais pour absolument toutes les entreprises. On pense souvent à les prix vont monter sur les produits finis, ça peut être des voitures, ça peut être des vélos, ça peut être de l'habillement, ça peut être toutes ces choses-là. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le pouvoir d'achat du consommateur américain est en baisse, il va stopper ses consommations facultatives. Donc ça peut impacter des boîtes comme Amazon, ça peut impacter des boîtes comme Netflix, comme toutes les boîtes de consommation non obligatoires comme Nike par exemple. Ça peut également entraîner une conséquence sur les entreprises de logiciels parce que s'il y a moins de consommation, il y a potentiellement moins d'argent pour les entreprises. Ces entreprises-là utilisent les logiciels. Si ces entreprises-là sont en difficulté, peut-être qu'ils vont cutter certains logiciels ou qu'ils vont du coup essayer de s'adapter. Enfin bref, si le pouvoir d'achat diminue au niveau des consommateurs américains qui sont les consommateurs qui consomment le plus, qui dépensent le plus, ça va impacter toutes les boîtes et pas que les entreprises qui sont concernées à 100% par ces droits de douane. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les 3 types d'actions par exemple qui vont potentiellement ne pas trop subir les droits de douane de Donald Trump. Ça peut être une vidéo intéressante. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ce que ça peut entraîner également, c'est une consommation plus locale. Mais il y a un gros problème, c'est que l'économie aujourd'hui est beaucoup trop mondialisée pour faire tout en local. Le savoir-faire n'est plus présent et les industries et les usines sont entièrement à construire. Donc à court terme, c'est clair qu'on ne pourra pas tout faire aux États-Unis, mais à moyen, long terme, peut-être, mais ça va demander des investissements et ça va demander du coup une réindustrialisation, ça va redemander de la formation, de la main-d'œuvre
Et en plus de ça, on sait que Trump n'est pas du tout pro-immigration, donc la main-d'œuvre, va falloir la trouver également. Bref, aucun pays n'est prêt à tout faire en interne. Et donc, globalement, ces droits de douane sont un coup de massue pour l'économie, hein. Clairement, ce n'est pas quelque chose qui est positif. Tous les économistes s'accordent pour dire ça. Il y a simplement Trump qui semble content de son coup et qui semble être persuadé qu'il fait l'affaire du siècle avec ses droits de douane. Tout à l'heure, on a parlé de la récession, donc c'est très difficile de savoir aujourd'hui s'il va y avoir une récession réelle ou simplement un ralentissement de la croissance économique, mais on va essayer de se poser la question de comment investir lorsqu'il y a une récession. Ce graphique, il est super intéressant parce qu'il recense les marchés haussiers. Donc les marchés haussiers ils sont en bleu et les marchés baissiers, donc les bear market, les chutes de marché. Et on voit qu'en gris ici, on a les périodes de récession. Donc déjà, ce qu'on peut observer, c'est que depuis 1960, on a assez peu de périodes de récession. On en a eu quelques-unes. Elles ont la plupart du temps entraîné des chutes en bourse, mais parfois ce n'est pas le cas. Par exemple, la récession ici, je pense autour des années 89-90, on n'a pas eu de chute des marchés. Enfin, une petite chute, mais globalement, ça a quand même eu une sacrée hausse par la suite. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une corrélation entre les récessions et les chutes de marché, mais que, encore une fois, on prend du recul, les marchés haussiers sont largement plus importants que les marchés baissiers. C'est ce qu'on voit ici d'ailleurs, hein, parce que la moyenne du marché haussier, c'est 51 mois, c'est ce qu'on peut voir ici, alors que la moyenne des marchés baissiers est de 11 mois. Donc, rappelez-vous que même si la bourse chute aujourd'hui, en moyenne, la chute dure 11 mois. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais en moyenne, c'est 11 mois. Et au maximum, on a eu des chutes à moins 34%. En moyenne, on a eu moins 34% de chute sur un marché baissier, alors qu'on a eu 152% de hausse sur les marchés haussiers. Donc, encore une fois, si on investit sur le long terme, l'équilibre est largement en faveur des marchés haussiers et donc de la performance en bourse. Et quand on zoome sur les différentes périodes de récession, on se rend compte que c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer. Parce que si on regarde pendant la récession, on a ici 2 années de hausse, une année de baisse, une année de hausse, 2 années de baisse, 3 années de hausse pendant les récessions autour des années 80. Ensuite, on a eu une baisse en 2000, une baisse sur la crise des subprimes, donc c'était la baisse la plus importante pendant la récession. Et ensuite, on a eu une baisse de mars 2020 à avril 2020 assez peu significative, hein, avec le rebond pendant la récession qui était due au Covid. Un an plus tard, on a quasiment que des périodes de bull market, donc de hausse des marchés, sauf en 2000 où la chute a duré un petit peu plus longtemps. Mais globalement, on a toujours eu une hausse l'année suivant la récession. 3 ans après, pareil, de très belles performances. 5 ans après, très belles performances. Et 10 ans après, encore une fois, de très belles performances. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, les récessions vont impacter le marché, mais que si on dézoome et qu'on réfléchit sur 5-10 ans et qu'on a un horizon d'investissement long terme, c'est pour ça qu'on investit uniquement l'argent dont on n'a pas besoin à court terme. On a de très, très belles performances à la suite d'une récession. Et c'est exactement pour ça que personnellement, je ne vends absolument rien sur mon portefeuille. J'ai fait quelques arbitrages et j'achète des actifs de qualité, que ce soit des ETF ou des actions de très bonne qualité. Et ce qu'on voit sur cette image, c'est que si on rate les meilleures journées de bourse, on a une performance qui est bien moins bonne. Donc par exemple ici, si on était investi all days, donc tous les jours, si on était resté investi, avec 10 000 euros investis en janvier 2023 jusqu'en décembre 2022, on aurait ici 64 000 $. Si on rate les 10 meilleures journées, on aurait 29 000 $. Donc, plus de 50% de moins que si on était resté investi absolument tout le temps. Sachant que 7 des 10 meilleures journées ont pris place dans les bear markets. Donc, ce qu'on voit, c'est que lorsque les marchés chutent, certes, ça chute, mais on a les meilleures journées également en interne de ces marchés baissiers. Donc si vous sortez et que vous ratez le rebond, en réalité vous tombez dans ce cas de figure où vous ratez les meilleures journées de bourse et vous allez avoir une performance qui sera bien moins élevée que si vous étiez resté investi tout le temps. Ensuite, si on rate les 20 meilleures journées, on tombe à 17 000. Les 30 meilleures journées, on est quasi flat, donc on n'a quasiment rien gagné. Et si on rate les 40 meilleures journées, on est en négatif. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que
Premièrement, c'est très très important de rester investi. C'est pour ça que personnellement, je ne vends pas et que je continue de construire mon portefeuille parce que j'ai un horizon d'investissement long. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les meilleures journées au niveau de la bourse ont souvent été dans les bear markets. Donc on voit ici en 2008, 2008 également, 2020, donc Covid. Donc là, on était subprime, Covid, Covid. 2009 subprime, 2020 Covid, 2008 subprime et subprime. Donc les 10 meilleures journées, les 10 plus grosses hausses au niveau des marchés boursiers ont été dans les marchés baissiers. Donc s'il vous plaît, si vous avez un horizon d'investissement long, essayez de contrôler les choses pour ne pas forcément vendre et du coup, au contraire, potentiellement racheter sur des ETF ou des actions que vous voulez détenir en portefeuille si vous estimez qu'il y a une opportunité sur ces titres-là. Parce qu'on le voit, si vous ratez ces rebonds, vous perdez une grosse partie de la performance. Du coup, ce que je fais personnellement, donc en fait, j'ai exactement la même stratégie que celle que j'applique depuis 5 ans maintenant. Donc j'ai 70% sur des actions de qualité et 30% sur des ETF. Tout ça, c'est basé sur une bonne gestion de mes finances personnelles, donc j'ai absolument pas de crainte particulière parce que sur mon allocation patrimoniale personnelle, j'investis le cash dont je n'ai pas besoin à court terme. Je n'ai pas de projet de construction immobilière à court terme ou quoi que ce soit, donc j'investis uniquement ce dont je n'ai pas besoin et ça me permet d'être tranquille, ça me permet de ne pas avoir à stresser par rapport à mes investissements boursiers. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, j'ai 70% du portefeuille sur des actions de très haute qualité qui ont des fortes marges, qui ont un business model solide, qui ont des avantages concurrentiels forts. Et encore plus dans un contexte où les droits de douane vont augmenter, je pense que les actions qui ont les meilleurs business et les meilleurs fondamentaux financiers vont s'en tirer bien mieux que les actions qui sont déjà en difficulté. Et ensuite, 30% du portefeuille sur le socle passif. Donc, c'est un portefeuille d'ETF optimisé avec plusieurs ETF. Et l'objectif sur ce portefeuille-là, c'est la diversification. Donc ça, c'est la stratégie SPAC, socle passif et action de qualité que j'applique depuis 5 ans et que j'explique dans une vidéo de 30 minutes en détail. Si ça t'intéresse, elle est également en description. Il y a absolument tous les détails sur cette vidéo, ce qui te permettra de l'appliquer à ton portefeuille si tu trouves que la stratégie est pertinente pour toi et pour ton portefeuille. Ensuite, ce que je fais du coup sur mon portefeuille professionnel. Donc sur mon portefeuille professionnel, c'est un petit peu différent. J'investis à 100% sur des actions et j'investis à 100% sur des actions, encore une fois, de très haute qualité. J'investis entre 2000 et 3000 euros par semaine. Donc j'ai augmenté mon DCA puisque là, on arrive quasiment sur les moins 20%, ce qui correspond à une chute qui est quand même pas hyper courante. Donc il y a des opportunités que je ne veux pas forcément rater. Je ne sais pas si ça va aller plus bas, c'est probable, et je serai encore là pour acheter. J'ai encore du cash de côté, mais j'ai augmenté mon DCA. Vous voyez, depuis le mois de février, j'ai investi quasiment 9500 euros sur le portefeuille professionnel et la majorité, c'était fin mars et début avril. Donc, je vais continuer d'utiliser la poche de cash que j'avais de côté sur ma société pour construire ce portefeuille-là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'explique les 2 premières actions que j'ai achetées. Je vous la mettrai à la fin de la vidéo et c'est exactement ce que je montre ici. Donc, vous voyez, 1er avril, 2 avril, 3 avril, 4 avril, 7 avril, je lisse mes achats. Donc, j'achète à la fois des ETF, à la fois des actions de qualité. J'ai masqué les actions et les ETF que j'ai achetés par respect pour les membres du programme SPAC, donc mon programme d'accompagnement. Je garde évidemment du coup l'exclusivité de mes achats et de mes ventes pour eux, au moins pendant un laps de temps d'1 mois. Donc, on verra ensemble le mois prochain ce que j'ai fait ce mois-ci. Et vous voyez, j'ai investi quand même des sommes assez importantes, 750 euros, 900, 1096, 500, 450, 300. Donc, je renforce globalement sur mes plus grosses convictions, que ce soit sur les ETF ou sur les actions de qualité, encore une fois. Voilà, je vous laisse avec la vidéo précédente sur les 2 actions que j'achète sur mon portefeuille professionnel. Je vous la mets par ici. Puis moi, je vous dis à très vite. C'était Clément. Ciao.